Hernán Cortés a été le premier Européen à goûter des tomates lorsqu'il a rencontré l'Empire aztèque en 1519. Que les Aztèques cultivaient une grande variété de tomates de différentes tailles, formes et couleurs. Plus tard, les Espagnols ont adopté le terme nahuatl tomatl, comme tomate. Les premiers plants de tomates sont arrivés en Europe en provenance d'Amérique grâce aux galions espagnols qui les ont transportés au XVIe siècle, en même temps que le maïs, les pommes de terre, le cacao, la vanille, les poivrons et le tabac. Le port de Séville était le principal point d'entrée des produits en provenance du Nouveau Monde. Grâce aux nombreux marchands italiens qui naviguent sous pavillon portugais et espagnol, et au fait que le royaume de Naples est sous domination espagnole, ces nouvelles plantes exotiques arrivent rapidement en Italie. Peu après que les premières graines de tomates eurent poussé dans les jardins des aristocrates italiens, dans les années 1640, elles devinrent l'objet d'études des naturalistes de la Renaissance, qui décrivirent et peignirent ces pommes d'or avec grand intérêt. Cependant, force est de constater que tous les aliments en provenance du Nouveau Monde, la tomate est celui qui connaît l'échec le plus radical. Tout au long du XVIe siècle, les plantes n'ont été cultivées en Europe qu'à des fins ornementales, car les graines importées d'Amérique du Sud n'étaient pas toutes domestiques, c'est-à-dire comestibles, alors que les Indiens avaient déjà fait un bon travail de sélection de la plante. Un autre handicap était la couleur. Peu de gens osaient consommer des baies aux teintes inquiétantes, jaunes comme l'or et rouges comme le feu. L'Italie s'est rapidement familiarisée avec la tomate grâce aux Bourbons, une famille ibérique d'origine française, l'une des plus importantes d'Europe qui a longtemps dominé le sud de l'Italie, et aux souverains espagnols du XVIe siècle qui régnaient sur les territoires italiens. Le premier document écrit que nous trouvons remonte au 31 octobre 1548, lorsque, à Pise, Cosimo de Médicis reçoit un panier de tomates du domaine florentin de Torre del Gallo. Les graines avaient été données à sa femme, Eleonora de Toledo, par le père de celle-ci, qui était vice-roi du royaume de Naples. Qui sait si quelqu'un à l'époque a osé les goûter? Au cours de ce siècle, la tomate n'était encore considérée que comme une plante ornementale et a été baptisée pomme d'or en 1544 par le botaniste siennois Mattioli, qui l'a classée parmi les plantes vénéneuses. Le premier livre de recettes dans lequel il apparaît remonte à 1692. Antonio Latini, dans son Scalco alla Moderna, propose de l'inclure dans un ragoût de légumes. Mais la suggestion de Latini n'a pas connu beaucoup de succès. Tout au long du XVIIIe siècle, la consommation de tomates reste limitée. Heureusement, au XIXe siècle, les choses ont commencé à changer. Pour les vermicelles à la sauce tomate, il faut attendre 1844 pour trouver une recette écrite dans laquelle on utilise des tomates séchées, trempées dans l'eau et cuites dans du sang doux. Et lorsque Garibaldi est entré dans Naples en 1860, les macaroneries de toute la ville proposaient des macaroune, assaisonnés de sauce tomate pour 3 sous. Aujourd'hui, nous connaissons bien les propriétés bénéfiques de la tomate grâce aux nombreuses études menées au cours des 5 derniers siècles. Mais les Indiens d'Amérique centrale connaissaient également ses vertus et l'utilisaient comme source d'alimentation en vitamines et comme réservoir d'eau. Une autre curiosité liée à la tomate est son association dans la mentalité populaire avec les plantes maléfiques, telles que la belledonne, la stramoine, la jusquiame, la mandragore et même l'aubergine, qui n'étaient pas du tout appréciées, et jugées négativement lors des procès en sorcellerie. À partir du XVIe siècle, la tomate apparaît dans l'art comme un symbole de serment d'amour, au point de mériter le nom de pomo d'amore. Selon une légende d'Europe du Nord, Sir Walter Raleigh aurait offert un plant chargé de fruits à la reine Élisabeth Ier, et il aurait été le premier à le nommer la pomme d'amour, Apple of Love. Le cardinal Richelieu reçut également 4 plants en cadeau,
Et lors des banquets, les fruits rouges étaient placés en garniture sur les plats comme symbole de la grandeur des cardinaux. La première représentation picturale dans laquelle la tomate apparaît en Italie se trouve dans les fresques de Francesco Salviati de Rossi, datant d'environ 1545, qui se trouve à l'intérieur du Palazzo Vecchio à Florence. L'un des tableaux qui mérite d'être mentionné est Vertumno, également connu sous le nom de Portrait de Rodolphe II, de Giuseppe Argimboldo, qui a peint en 1590 l'empereur Rodolphe II de Habsbourg comme une composition de légumes. Dans la cuisine des anges, 1645-1646, de Bartolomé Esteban Murillo, nous voyons des putti, c'est-à-dire des enfants anges, jouant avec des légumes prêts à être cuits. Oui, la tomate a été placée au premier plan par le peintre espagnol. En littérature, en revanche, au début du XVIIe siècle, le dramaturge Tirso de Molina écrivait dans son œuvre El amor medico, ô salade de tomates aux joues rouges et sucrées à la fois épicées. Après des siècles passés dans les herbiers et les jardins botaniques, et probablement aussi grâce aux études réalisées sur le sujet des tomates, les préjugés sur le fruit rouge sont tombés et les gens ont commencé à faire des expériences dans la cuisine. C'est au XVIIe siècle que la tomate fait enfin son apparition dans l'art culinaire. Antonio Latini est l'inventeur, ou du moins le premier à en parler, de la sauce à l'espagnol qu'on a vue avant, ou de ce qui, avec quelques ajustements, est devenu notre sauce tomate. Outre notre protagoniste, la recette prévoyait des oignons, du thym, du sel, du peperolo, c'est-à-dire du poivre, de l'huile et du vinaigre. Elle rappelle également les sauces aztèques que les Indiens préparaient déjà depuis des siècles avant la découverte de l'Amérique et qui ne quitteront plus jamais nos tables. Même Francesco Gaudenzio, dans son Panunto toscano de 1705, inclut une recette à la tomate, mais c'est Vincenzo Corrado, dans son traité intitulé Il cuoco galante, le cuisinier galant, qui fait l'éloge de la tomate avant de proposer les nombreux usages du fruit. Et des pâtes à la sauce tomate. En 1811, la sauce tomate apparaît dans le premier livre de recettes imprimé de Filippo Re. En 1839, Ippolito Cavalcanti décrit en dialecte napolitain des vermicelles aux tomates. Enfin, du moins dans le sud de l'Italie, les pâtes rencontrent les tomates. Pasta al pomodoro, pain et tomate, pizza, panzanella, papa al pomodoro, soupe aux tomates, bruschetta aux tomates, tomates farcies et du ketchup sur des chips. Des milliers de recettes peuvent être réalisées avec des tomates. Le gazpacho est l'un des plats les plus célèbres et les plus typiques de la cuisine espagnole. Ses ingrédients sont similaires à ceux de la panzanella, mais ce qui la caractérise le plus, c'est sa couleur rouge prédominante. Il s'agit d'une soupe servie froide qui était à l'origine du pain rassis trempé dans de l'eau et du vinaigre et assaisonné d'huile auquel on ajoutait ensuite des légumes, ce qui rendait la recette riche en vitamines et minéraux. Les légumes qui rendent le gazpacho savoureux sont la tomate en question, l'oignon, le poivron, le concombre et l'ail. Les tomates confites sont un délice. Le terme confit est dérivé du mot français confire, qui signifie conserver. Il s'agit d'une méthode de cuisson probablement utilisée dans la France médiévale pour conserver les préparations plus longtemps. La cuisson du confit consiste à faire cuire des légumes, des fruits ou de la viande dans un four à basse température avec du sucre et des épices. Le résultat est un produit caramélisé et séché, à la fois juteux et savoureux. Vous pensez que les tomates sont seulement à manger? Et non, à la place, vous pouvez aussi les boire.
Le Bloody Mary est un cocktail à base de vodka et de jus de tomate, assaisonné de jus de citron, de sel, de poivre, de tabasco et de sauce Worcester. Il est généralement servi avec une branche de céleri dans un verre. C'est une boisson très fraîche pour se désaltérer en été et pas trop alcoolisée, à tel point que dans la culture anglo-saxonne, on la déguste aussi le matin et surtout à cause de la gueule de bois. L'inventeur du cocktail est Fernand Petiot, un barman français qui a trouvé cette combinaison magique de liquide rouge dans les années 1930. Il existe de nombreuses histoires sur le choix de son nom, mais la plus convaincante est certainement celle liée à la légendaire reine d'Angleterre, Marie Tudor, la première, connue sous le nom de Bloody Mary, Marie la sanguinaire, pour les anglo-saxons car elle a fait couler des rivières de sang pour rétablir le catholicisme au Royaume-Uni, en condamnant à mort tant d'opposants protestants. Au début du XIXe siècle, on a trouvé un moyen de conserver les préparations de tomates. On raconte que c'est Napoléon en 1800 qui souhaitait ardemment que les aliments durent plus longtemps pendant ses campagnes militaires de conquête. Une fois encore, les histoires de la cuisine se mêlent à l'histoire de l'humanité. Le jésuite Lazzaro Spallanzani a démontré que le fait d'enfermer les infusions dans des récipients en verre scellé et les faire bouillir pendant 1 heure stoppait le phénomène de dégénérescence, car la croissance bactérienne qui fait tourner les aliments s'arrêtait. Les études réalisées par Spallanzani, bien qu'appréciées sur le plan scientifique, sont restées imprimées dans un pamphlet. Mais celui qui a breveté le système de stérilisation est l'inventeur français Nicolas Appert. Confiseur de profession, Appert a passé des années à faire des expériences pour trouver des matériaux adaptés. Il a mis au point des récipients en verre et résistants à la chaleur, des bouchons en liège et des matériaux permettant de fermer hermétiquement les pots lors de l'ébullition. Ce système s'est rapidement répandu en Europe et en août 1810, l'Anglais Pierre Durand a breveté des conserves en boîte et quelques années plus tard, l'usine de conserve de Brian Donkin a démarré. En Italie, en 1858, Francesco Cirio a ouvert à Turin la première entreprise de mise en conserve de petits pois. Enfin, la question se pose toujours, la tomate est-elle un fruit ou un légume? Clarifions la différence avant de répondre. Les fruits diffèrent par leur goût, généralement plus sucré, par la quantité de fructose qu'ils contiennent, par leur texture molle, par le fait qu'ils peuvent être consommés crus ou cuits, et par la présence de graines. En effet, le fruit qui mûrit sur l'arbre est le porteur de graines qui permet à la plante de se propager. Les tomates peuvent être consommées crues, elles sont juteuses, sucrées et nous les utilisons dans la préparation de plats et les classons généralement parmi les légumes. Ainsi, pour répondre à la question, nous pouvons dire que la tomate, tout comme l'avocat, la courge, le pois, le petit pois, le poivron, l'aubergine, le piment, le maïs, l'olive et bien d'autres, est botaniquement parlant un fruit. Des espaces d'exposition et de commémoration sont consacrés à la tomate. En Italie, nous trouvons le musée de la tomate à Collecchio, dans la province de Parme, installé dans un beau château, le Corte di Giarola. L'exposition, installée dans les anciennes écuries de la cour rurale, est divisée en 7 sections. En France, en revanche, il existe le Conservatoire de la tomate, véritable temple dédié à ce fruit, conçu par le prince Louis-Albert de Broglie, qui a utilisé l'une de ses propriétés historiques, le château de la Bourdaissière, dans la Loire. Plus de 700 variétés de tomates vivent ici, sous les soins attentifs du prince jardinier, comme la presse l'a baptisé. Nous avons passé une journée en sa compagnie, fascinés par la passion qui l'a poussé à créer l'un des endroits les plus singuliers de la planète.
On parlait de la frugalité de la nourriture. Est-ce que vous mangez frugal souvent? Alors, mes amis me disent que je ne mange rien. Et je dis, faux, j'adore la soupe. Je pourrais me nourrir de 2 soupes par jour. Je suis heureux avec une soupe ou une salade. Et c'est vrai que je supporte mal les repas avec 3 plats qui durent des heures. Donc je ne suis pas pour cela un bon amateur de trop bonne chair. Même si j'aime les très bonnes choses, j'aime un très bon ceviche de poisson, j'aime un très bon filet et j'aime en même temps des choses grillées. Donc la frugalité pour moi, qui ai vécu, mettons, le Covid pendant 3 mois dans ma petite maison sur les rizières au Portugal, je me suis nourri quasiment exclusivement de ce qu'il y avait dans le potager avec des nouilles. Mais c'est très sain, ça. Mais j'ai très bien vécu. J'avais pas je vivais sans alcool, avec des œufs de ferme et avec des légumes que je cisaillais à la chinoise ou à l'asiatique, avec, je dois avouer, des nouilles chinoises de riz ou des pâtes chinoises de riz dans un wok, et je me nourrissais très très bien et c'était formidable. Et donc, dans le fond, le potager vous oblige à une sorte de frugalité au même titre qu'elle vous oblige, cette démarche dans le potager, à conserver le maximum de choses. Je ne supporte pas le gâchis et c'est vrai que quand je vois le potager comme ça, je me dis, j'espère qu'on collecte pour faire, parce que c'est d'ici que partent les tomates, pour faire tous les produits qu'on transforme. Pas nous, on le fait transformer ailleurs. Et donc, la frugalité pour moi, c'est aussi bien se nourrir de peu, on n'a pas besoin de beaucoup, et en même temps, savoir transformer pour préserver. Mais vos potagers, oui, c'est la frugalité, mais c'est la somptuosité en même temps, par la variété que vous avez, extraordinaire. Ça donne une somptuosité à la frugalité. Mais la somptuosité n'est que le résultat de l'observation de ce qui existe. Quand vous allez dans le bois, vous pouvez collecter de l'ortie blanche, vous pouvez collecter des champignons, vous pouvez collecter des châtaignes, et vous apercevez que vous faites aussi un petit repas absolument délicieux. Ah oui, vous faites une soupe avec différentes herbes que vous récupérez. Mais une crème de châtaigne, vous savez. Vous n'avez jamais préparé là? Bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Moi, je mets du speck que je fais un peu griller et du poivre noir. C'est magnifique, ça, une crème de châtaigne comme ça, au coin du feu. Non, mais on n'a pas besoin de grand-chose. Et encore une fois, la soupe est très nourrissante. Et au Portugal, il y a cette chose extraordinaire, c'est que dans les petits commerces, les vieilles mamas font, avec les légumes qui sont un peu abîmés, toujours de la soupe. Oui. Et une soupe comme ça, pour 2 personnes, c'est 2,20 €. Mais comme ça, hein, comme ça. Magnifique. Et c'est absolument délicieux. Donc, on fait la soupe, on la broie parce qu'elle est évidemment avec les légumes, et on rajoute un œuf poché dedans, on rajoute mais c'est goûteux et nourrissant en même qu'on temps. fait griller dessus. Ceux qui aiment la viande, un petit porc grillé, clac, on le coupe en morceaux, ou on rajoute d'autres herbes fraîches, et on a un repas complet. Ah, c'est magnifique ça. Oui, vous aimez vivre au Portugal, vous appréciez ce pays? Moi j'aime, parce qu'encore une fois, il y a cette simplicité dont on dira c'est un côté très archaïque des sociétés encore agricoles, mais les petits commerçants sont là avec des produits qui viennent du potager de leurs cousins, de leurs ceci, donc ils ont des filières courtes. Et puis ils savent aussi importer. Je ne suis pas contre l'importation, moi j'adore les mangues. Pas ma tomate, mangue aussi, la verna orange qui ressemble à une mangue, mais j'adore la mangue. Et donc je me dis qu'une mangue, ça fait partie du commerce. Ouais. Comme on avait des commerces par bateau, c'est des commerces qu'il faut continuer à exister. Et on ne peut pas se séparer du reste du monde. Donc il faut accepter que certains produits nous font plaisir, comme l'ananas, mais en même temps, il y a des melons exceptionnels. Il y a 20 melons différents au Portugal, qui sont tous plus sucrés, qu'on peut garder une grande partie de l'hiver. C'est magnifique. Hein? Comme les curcubitacées ici, on a, cette année, j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de curcubitacées. Normalement, on a 40 variétés de curcubitacées et ça fait tout l'hiver des soupes. Et vous êtes autosuffisant ici, vous produisez beaucoup de choses. Alors je pense qu'on est autosuffisant, mais de la même façon, on n'est pas
Dépendant. On n'est pas dépendant, mais on pourrait faire mieux. Parce qu'on Ah ne ben oui, transforme ça pas toujours. Ben, ça Non, toujours. mais- Dans la vie, on peut faire mieux. bien sûr, ça. mais on oublie qu'on peut transformer. Et c'est vrai que on peut dire les choses 20 fois, 30 fois, on s'aperçoit que la nature humaine aime le gâchis. Pour quelle raison? Peut-être c'est notre époque comme ça, vous savez, parce que pensez au 19e siècle, le livre de cuisine le plus vendu, c'était l'art d'accommoder les restes. Et c'était un art d'accommoder les restes, donc d'utiliser les restes. Je suis spécialiste. Moi aussi, vous savez, parce que je déteste jeter la nourriture. Voilà, je prépare quelque chose comme 30 plats à base de pain rassis. Oui. Et de temps en temps, j'ai publié dans mes livres aussi des recettes comme ça, parce que les gens, je trouve, quand ils découvrent, ils aiment, vous savez, ils aiment ça. Quand ils découvrent. Mais ils disent, ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire les gnocchis avec le pain rassis, je ne savais pas qu'on pouvait faire un gâteau aussi bon. Mais bon, on utilise le pain rassis, il suffit de le tremper dans du lait. Vous n'avez pas besoin de faire des pâtes pour les gâteaux. Ouais. Vous faites la base des gâteaux avec ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors moi, je fais la même chose avec pain dur. J'adore le pain sec, chauffé. Et d'ailleurs, même chose, à Lisbonne, le petit boulanger, pour 1,50 €, on a une chose comme ça. Et du coup, je mange de la sardine avec bonheur sur ces pains grillés, qui sont des pains tout simplement secs, qui font chauffer. Quelle est une recette que vous préparez volontiers avec le pain rassis? Alors moi, je suis pas... J'ai jamais aimé tellement les desserts sucrés avec le pain. Donc je peux faire tout ce qui est salé. Pardon. Salé. Donc je les fais chauffer avec de l'huile d'olive, avec des herbes. Et très bon. J'aime évidemment, je l'aménage souvent avec soit sardines, du tuna, soit, ce que j'aime beaucoup parce que je suis un fou de ceviche. Ah, moi aussi j'adore des petits morceaux de ceviche dessus. Donc j'utilise beaucoup ce pain, mais je vais les mettre avec de l'huile d'olive et des herbes et je vais le refaire chauffer avec ça. Ou alors, quand il est rassis, je le plonge plutôt, moi, dans de l'eau, mais que j'ai mélangé avec de l'huile et ainsi de suite. Oui, très bon ça. Voilà. Donc, vous connaissez la panzanella? Non. C'est une salade italienne. Panzanella, ça vient de panza, c'est un récipient en terre cuite. Donc vous prenez du pain sec, vous l'arrosez de eau mélangée avec un peu de vinaigre et huile d'olive. Et puis vous faites comme un lit de ça. Et puis vous mettez des tomates, des concombres, de l'oignon, sel et poivre, encore de l'huile d'olive. Vous allez me dire quelle bonne salade c'est ça. Ça s'appelle panzanella en Italie. Non, mais ça va m'inspirer. C'est très bon ça. Parce que même chose, je fais énormément de soupe avec des crotons. Je pense simplement, et j'ai beaucoup de mal, à passer mon temps à me nourrir. Parler, ça peut être formidable, mais à me nourrir et avec ces buffets immenses et à la fin, alors dans le temps on ne jetait pas grand chose parce que les choses étaient données il y avait toute une économie derrière, mais aujourd'hui il y a, à mon avis, beaucoup moins d'économie qu'on ne le pense et je déteste le gâchis. Je déteste aller dans un lieu où on vous sert à pléthore et on reste après des tas de choses sur le buffet. Oui, mais il faut, vous savez, je pense aussi les restaurants, ils doivent avoir un système de quoi faire avec les choses qui restent. Alors maintenant ça commence à être obligé, au même titre que vous avez une loi sur ce qu'on appelle les déchets humides. Oui. Le doggy bag. Oui, qui oblige. Moi je prends toujours C'est à Paris seulement pour le moment, de point de vue légal. Moi je prends toujours les doggy bags. Alors au Portugal, je dois avouer qu'à Paris je ne le fais pas parce que de toute façon je mange très peu dans les restaurants. Mais au Portugal ça m'arrive. Parce qu'il y a plein de petits restaurants autour de chez nous qui sont absolument charmants. Et je prends toujours les doggy bags. Le doggy bag. Et pourtant, j'ai un chef qui se marre à chaque fois, parce que quand je dis, et qui fait très très bien les ceviches. Nous, on va envoyer un nom de la prochaine semaine, une émission sur le doggy bag. Vous savez, le doggy bag, à l'époque romaine, ça existait parce que les Romains, ils amenaient à la maison, donc chacun, il venait avec son couteau et une serviette. Et dans la serviette, ils mettaient les restes qu'ils amenaient. Donc le doggy bag commence déjà à l'époque romaine. Donc c'est très intéressant l'évolution du doggy bag. Aux États-Unis, c'est un peu la blague, le doggy bag pour qui n'a pas le dog. La même chose. Mais c'est dommage, voilà pourquoi il faut réinterpréter ces restes. Donc moi j'aime beaucoup aussi.
chez le Prince Jardinier, j'avais fait les Tiffin Box, très élégants, en inox, inspirés de cet art qu'on avait, qui était de cuisiner chez soi, où les femmes cuisinaient pour leur mari et les maris. Et leur donner, oui, là, c'est beau. Hein. Et qu'on a eu partout dans le monde. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un nom plutôt britannique, Tiffin Box. Et ça pousse, encore une fois, à aussi avoir des portions qui sont plus petites, avec cet art que j'avais découvert avec un ami qui n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeune. Et ça le fait toujours sourire quand je lui raconte ça. Mais quand j'arrivais chez lui à New York, il achetait une date, il achetait 2 petits feuilletés, parce qu'il était grec, de fleurs de vigne, de feuilles de vigne, avec différentes choses à l'intérieur. Et il disait toujours... Les dolmas. Oui, coupe et mâche longtemps, tu verras, c'est bon. Vous faisiez durer le plaisir. Quand je lui dis ça, alors que maintenant c'est un esthète il m'envoie toujours des photos quand il est voyagé de par le monde. Il a passé d'ailleurs 25 ans en Russie. Il parle 7 langues et il est grec. Et il passe son temps maintenant dans des restaurants s'il habite entre la Grèce, Chypre, Londres, Paris, et ainsi de suite, où il a des raisons, ils viennent, et à me montrer que tel poisson accommodé à tel légume, à tel vin est extraordinaire. Et je me dis, mais quel parcours! Je me souviens quand il n'avait pas un rond, et que je lui disais, on peut peut-être acheter 2 dates. Non, une demi-date, tu verras, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un esthète de la nourriture. Mais j'ai gardé ça toute ma vie, parce que du kiffet, très souvent, je me dis, j'ai une chose, je la mâche, et j'en tire toute sa saveur. Oui. Sur ce. Et vous, comme designer, qu'est-ce que vous créez comme designer de meubles, par exemple? Alors non, d'abord, aussi bien les vêtements. On dessine des vêtements, des chemises, du mobilier, des assiettes. Vous avez certainement peut-être le matin le service du Prince Jardinier. Donc on a dessiné énormément de choses. Des objets de toutes sortes, de pique-niques. Donc est-ce qu'ils ont un fil conducteur, tous ces objets? Le fil conducteur, d'abord, c'est l'originalité de quelque chose qui peut toujours resservir pour autre chose. Quand on dessine des arrosoirs en inox ou des seaux en inox, c'est pour aussi bien servir le vin et l'eau. Ouais. Voilà, donc c'est pas un gilet comme ça, c'est soi-disant un gilet de jardin, mais vous le mettez au bureau, vous le mettez quand vous sortez, vous le mettez. Donc il y a toujours une réinterprétation des objets. De sorte à ce que ça ne soit jamais abandonné, jamais jeté, jamais quoi que ce soit. Donc ça, c'est la vraie, avec des matières, si possible, plus authentiques. Et toutes les collections maintenant sont faites en France pour recycler les tissus qui ne sont pas utilisés. Donc on utilise les fins de série, de sorte. Donc on a toujours une idée de ne pas produire plus, ainsi de suite. Maintenant, on n'est pas très très bon parce qu'on s'aperçoit qu'en France, depuis le Covid, toutes les collections ont été foutues. La société qui nous a fait ça a loupé. On a été livré de l'été en septembre. Donc on est tous dans le même bateau, entre guillemets, de se dire qu'est-ce que c'est maintenant le nouveau, comment on travaille. Parce que je ne veux pas produire comme j'ai fait pendant certains temps en Inde, en Tunisie, en Italie, quand la société avait 800 points de vente qui vendaient nos produits et que j'ai vendus et j'ai récupéré. 800 points de vente, à l'époque, c'était avant 2008. C'est énorme. Et j'ai vendu ma société à un fonds et je l'ai récupéré gratuitement après une histoire qui m'avait pas plu, peu importe. Et donc, je me suis dit, mais je ne vais pas faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire produire en quantité. Je détestais cette idée. Donc, on a réduit totalement l'activité. Oui, mais c'est mieux, et de faire même des pièces uniques comme vous accommodez les restes. On s'est dit, comment va-t-on revoir cette idée de tout cette vision qu'on a. Et donc, voilà, bon, ça... Magnifique. Ça vous plaît, cette activité? Oui, enfin, moi, je m'intéresse évidemment plus à toute l'activité d'aménagement des territoires, avec l'activité créative de l'édition, des expositions, des collaborations / licences que l'on fait avec des sociétés engagées, avec l'iconographie des rôles, ce qu'on fait, vous voyez, Veja, Hermès, on a fait avec Petit Bateau, avec Clairefontaine, avec Grund, on continue à faire beaucoup. C'est beau ça, c'est important. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la notion de quelle est la société de demain qui sera le plus adaptée à un monde dans lequel les populations vont être obligées de s'adapter.
Donc, au lieu que ce soit une contrainte, que ce soit vraiment une solution de bonheur pour chacun. Alors, c'est évident, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut être optimiste? Oui, il faut être optimiste. Mais même si vous allez dans le mur et que vous vous cassez en 1000 morceaux, il faut être optimiste. Ou alors, la mort est la dernière des, non, il des faut sortes. être optimiste. Voilà, Il faut être optimiste aussi pour nos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont nés dans une époque qui change tellement vite qu'ils ont la capacité de changer vite. Tandis que nous, pour nous, c'est plus étonnant de changer vite. Eux, je pense qu'ils ont cette capacité dans leur ADN. Et donc, pour eux, pour les générations à venir, j'ai pas trop peur, vous savez, parce que je pense que ils vont s'adapter vite, beaucoup plus vite que nous. Ils vont s'étonner moins que nous de changements. Et donc, ils vont survivre, quelque part. Voilà. Au moins, on espère, j'espère. Vous avez des enfants? J'ai alors mon neveu qui est comme mon fils, 35 ans, et un enfant de 3 ans et demi. Oh, merveille, de la merveille. Comment il s'appelle? Théodore. Théodore, c'est un bon nom. Hein? Qu'est-ce que vous souhaitez pour lui? Parmi tous vos métiers, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse, qu'il continue de vous? Moi, d'abord, comme les Grecs le pensaient, un corps sain, un esprit sain. Je veux qu'il soit capable de s'adapter au monde qui change. Il va Donc, s'adapter. il faut le préparer pour ça. Et le préparer pour être un homme universel, c'est-à-dire savoir aussi bien courir vite, ce qu'il sait, être un homme heureux, et en même temps se nourrir de tout ce qu'il peut apprendre avec, encore une fois, beaucoup de force et d'intelligence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire ce qu'il a envie de faire. Et apprendre à faire ce qu'il a envie de faire, parce qu'on sait très bien que nous ne sommes pas nombreux à faire ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est un grand privilège de faire ce qu'on aime. Hein. Et la troisième chose, de le faire aussi savoir faire pour les autres. Vous savez, c'est la conviction, donc je ne dis pas que c'est parce que je suis né dans une famille où, sur le frontispice, le motto, c'était pour l'avenir, et c'est pour l'avenir. Ah, c'est ça votre motto? C'est extraordinaire, parce que cette famille a vraiment participé à chaque génération, on va dire, à l'intérêt général, qu'il soit militaire, politique, littéraire, scientifique. Donc, et j'espère écologiste. Ça, c'est vous qui allez faire ça. Vous allez remplir dans l'histoire de votre famille ce rôle, je pense. Je sais pas. Et peut-être votre fils Théodore, il va continuer peut-être. Mais ce que je sais, c'est que aujourd'hui, cette génération, déjà avant la génération de 20 ans, 25 ans, sont des gens qui sont très, pour certains, j'ai ma cousine qui se marie dans 3 semaines, et sa mère me disait, elle se marie avec ses 150 copains à Londres, elle fait de la politique, elle a demandé à ne pas que personne ne paie le mariage, alors que c'est une famille particulièrement fortunée. Ils font ça avec les restes des restaurants. C'est très bien. Avec un Pakistanais qui n'a pas ses papiers, qui va aménager les restes, dans une association c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. Dans un beau témoignage. Et voilà. Et je me dis que cette fille que j'ai connue toute petite, dans une des plus belles propriétés qui soit dans le Midi, avec tout le luxe qu'on peut imaginer d'avions privés, et ainsi de suite, voilà, se dit, ça sert à quoi tout ça si on n'a pas des valeurs? Et cette génération et la génération en dessous sera encore plus, oui, soit moi je pense aussi, un parti de ses valeurs, soit à se battre dans la rue, dans le désastre social attendu qu'on aura probablement, en tout cas cet hiver. Donc je préfère à nouveau vous dire, il faut être partie de la solution plutôt que du problème. Oui. Mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de confiance dans ces générations qui vont suivre. Mais ça sera violent. Je vais partir du principe que l'enseignement toujours de la violence, c'est la paix. C'est que la paix est bien meilleure que la violence. Oui. J'entendais évidemment les mots de Modi en Inde et de Xi Jinping à propos de Poutine, même s'ils sont alignés probablement sur la même théorie que celle des Russes, qui est donc de pas d'ingérer, pas d'ingérence chez les autres, et dans le fond, ne pas s'ingérer est une forme, j'allais dire, d'acceptation, et c'est toujours très délicat de superpuissance de dire ce genre de choses quand ce sont des superpuissances qui attaquent. Mais, dans le fond, la paix, évidemment, est la seule chose
qu'il faut enseigner, mais la paix ne se fait que quand la guerre a commencé. C'est la notion d'écologie de l'adaptation, c'est-à-dire l'oikos, cette maison commune, dans l'encyclique du pape, le pape Benoît, il y a cette notion de préserver la maison commune. La maison commune où nous avons été élevés, où nous avons grandi, où nous avons nos identités et surtout notre conscience de faire partie d'un destin commun. Est-ce qu'il faut réenseigner tout ça? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut le faire à travers des cataclysmes que sont ceux dont on a évoqué? Je pense que c'est incontournable. On ne prend des décisions, malheureusement, dans ce monde que quand on est confronté à la violence. Est-ce qu'il faut savoir s'extraire pour consommer une tomate dans son jardin avec de la fleur de sel, un peu d'huile d'olive, et de se dire que c'est quand même la base de tout, l'émerveillement du vivant qui vous nourrit? En plus de ça, dans une tomate rouge, orange, il y a du lycopène qui est un anticancérigène, et que dans le fond, la connaissance du vivant, c'est au moins aussi important dans la solution que l'idée qu'on se fait aujourd'hui du monde, c'est que tout est là, mais on a les yeux fermés et qu'on ne voit rien. Donc réapprendre à ouvrir les yeux.